Élection en RD Congo, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme dénonce les violences faites à l'encontre des candidats de l'opposition. Congrès extraordinaire du parti Union sociale libérale au Bénin, occasion pour le parti de se conformer à la nouvelle charte des partis politiques en République du Bénin. Puis manifestation de la CGT hier en France, objectif de la marche, réclamer la hausse effective des salaires. Michelle Bachelet a fait part de son inquiétude dans un communiqué insistant sur le droit de tous les candidats à organiser des meetings et à faire campagne. Des propos qui tombent alors que les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales prévues le 23 décembre doivent organiser la succession du président Joseph Kabila Kabange qui ne peut pas se représenter, selon la Constitution. La haut-commissaire se dit profondément préoccupée par les informations faisant état d'un usage excessif de la force, y compris à balles réelles par les forces de sécurité contre les rassemblements de l'opposition. Elle est aussi préoccupée par les rapports sur l'utilisation de discours incendiaires par les dirigeants politiques. À quelques jours d'élections cruciales en République démocratique du Congo, il est essentiel que les autorités veillent à ce que les droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique soient pleinement protégés et qu'elles prennent toutes les mesures possibles pour prévenir la violence. La campagne électorale est rattrapée par les violences dirigées principalement contre les deux candidats de l'opposition, Félix Tshisekedi et Martin Fayulu, et leurs partisans. Mardi et mercredi, au moins 4 partisans de Fayulu ont été tués au Katanga, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, selon un bilan établi auprès de plusieurs sources. Jeudi, un jeune homme de 17 ans, partisan de Tshisekedi, a été tué par un policier dans le centre de la RD Congo avant le début d'un meeting électoral. Par ailleurs, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a annoncé qu'environ 1,5 million de personnes avaient vu leur foyer détruit ou endommagé par les combats entre armées et rebelles dans l'est du pays entre mai et novembre. Selon le HCR, plus d'1 million de Congolais ont été déplacés à l'intérieur du pays en 2018. Jean Bienvenu est un ancien proche de l'opposant Jean-Pierre Bemba. En 2008, il a dû quitter Kinshasa, sa ville natale, pour fuir les autorités. Il fait partie des 15 000 réfugiés de RDC à s'être installés au Congo-Brazzaville. C'est très dur parce que regarder Kinshasa et ne pas avoir cette possibilité d'y revenir, c'est pas facile, D'après le Haut Commissariat aux réfugiés, plus de 740 000 Congolais ont fui les différents conflits dans leur pays. À la différence d'autres réfugiés africains, ils ne se tournent pas vers l'Europe, mais vers les pays voisins, Congo-Brazzaville, Ouganda, Zambie, Angola. L'Ouganda est le pays qui accueille le plus de Congolais. Ils vivent dans des conditions difficiles dans des camps autour du lac Albert. Jérôme vit ici depuis qu'il a 9 ans. Il a très peu d'espoir de voir la situation changer à court terme dans son pays d'origine. Je ne vois aucune raison de retourner au Congo pour ensuite devoir revenir m'installer ici à cause de la guerre. D'autres ont choisi de s'installer pour de bon dans leur pays d'accueil, comme ici à Lusaka. Bernard Pierre-Marie Lukungu habite la capitale zambienne depuis 1993. Comme beaucoup ici, il n'attend rien des nouvelles élections de décembre. Nous sommes presque 25 000. Et si les choses tournent mal, nous avons très peur que beaucoup de personnes veulent rentrer en Zambie. Et nous ne voulons pas de cela parce que ça va déstabiliser ce pays. Nous ne voulons pas de cette situation. La crise a également provoqué le déplacement de 4,5 millions de Congolais au sein de la RDC, des réfugiés dans leur propre pays. Si pour certains les élections présidentielles du 23 décembre sont synonymes de changement, pour d'autres, l'espoir de voir leur pays en paix reste maigre. Ce congrès de mise en conformité s'est tenu au siège de Vidolé à Cotonou. Autour du couple présidentiel Soglo,
Les responsables de l'Union sociale et libérale ont convié la classe politique nationale opposée à la gouvernance actuelle. Les résolutions du Congrès ont été présentées à l'assistance après les mots de bienvenue du secrétaire général adjoint du parti. Les militantes et militants de l'Union sociale libérale, réunis en Congrès les 14 et 15 décembre 2018 à Cotonou, félicitent toutes les forces politiques de l'opposition pour leur résistance face au pouvoir fasciste et corrompu qui a pris le pays en otage, réaffirment leur détermination aux côtés des forces de l'opposition pour une victoire nette aux élections législatives de 2019. Tous les acteurs politiques qui se sont succédés au pupitre ont appelé à l'unité de l'opposition face à un pouvoir qui n'entend rien concéder au peuple, encore moins à la classe politique. Chers congressistes, l'heure est grave. Ensemble, nous sommes plus forts. Nous avons le devoir commun de sauver ce peuple en 2019 et d'arrêter la gouvernance solitaire et ruineuse du pouvoir de la rupture. Le Bénin silencieux nous observe. Le pays est calme. Les gens ont faim, mais ils sont silencieux. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a une échéance. Et ils comptent sur nous pour leur donner le moyen d'infliger une sanction exemplaire. Ce moyen, c'est la liste unique de l'opposition. L'opposition fait donc appel à tous citoyens béninois, sans distinction de sexe, d'ethnie ou de religion, mais l'accent sur la citoyenneté béninoise, tout en fustigeant la malgouvernance et les attaques répétées contre la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme qui rongent notre pays. Des appels entendus et fait sien le parti Union sociale libérale. Son délégué général mesure toutefois l'enjeu des élections à venir. L'opposition unie avec l'USL a entendu et accepté la mission que vous lui confiez. Trop, c'est trop. Nous ne pouvons laisser plus longtemps une gouvernance de notre pays rompre aussi violemment avec notre tradition pacifiste et pleine de solidarité. Nous reconnaissons que la tâche sera difficile. Face à une mouvance qui s'organise davantage avec la création de ces blocs, l'opposition affûte ses armes. Les législatives de 2019 constituent le premier test pour les deux forces en présence. Le chef de l'État zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a affirmé ce vendredi que les conclusions de la commission d'enquête sur les violences post-électorales du 1er août seront rendues publiques la semaine prochaine. Pour sa part, le mouvement pour le changement démocratique s'oppose au travail de cette commission en affirmant qu'elle est composée de partisans connus de la ZANU-PF et qu'elle vise à cacher la vérité. J'exhorte les membres du parti à ne pas se laisser décourager par ceux qui continuent à diffuser des rumeurs agaçantes. Ce n'est pas au programme de la ZANU-PF de faire un gouvernement d'unité avec l'opposition. Après avoir voté lors de l'annonce des résultats, nous avons vu de la violence à Harare. Nous condamnons cette violence. 6 personnes avaient été tuées et plusieurs blessées dans des affrontements à Harare avant la proclamation de l'élection contestée d'Emmerson Mnangagwa au premier tour de la présidentielle avec 50,8% des suffrages contre 44,3% pour Nelson Chamisa, le candidat de l'opposition. Le président a imputé la responsabilité de ces manifestations violentes au parti de l'opposant Nelson Chamisa, le mouvement pour le changement démocratique. Des gradés de l'armée ont aussi affirmé à la commission que les soldats n'avaient pas tiré contre les manifestants. Pour mémoire, l'armée avait notamment ouvert le feu sur des manifestants et cet événement sanglant avait particulièrement terni ce premier scrutin de l'ère post-Mugabe qu'Emmerson Mnangagwa avait présenté comme un nouveau départ après des décennies de répression.
Michel Sidibé se donne jusqu'au mois de juin 2019 pour quitter la tête de l'ONU-SIDA. Le directeur exécutif de l'Agence des Nations Unies, créée en 1994 pour coordonner les programmes de lutte contre le sida, a opté pour un départ anticipé après la publication d'un rapport accablant sur sa gestion d'une plainte interne pour agression sexuelle. D'origine malienne, l'homme, qui est en poste depuis 9 ans, quittera 6 mois avant la fin de son mandat. En effet, cette institution traverse la pire crise de son histoire depuis le dépôt d'une plainte pour agression sexuelle à l'encontre d'un ancien chef adjoint, le Brésilien Luiz Loures. La décision du départ annoncé de Michel Sidibé, qui sonne comme une concession, intervient alors que la Suède, important contributeur au budget de l'ONU-SIDA, s'est joint au concert des critiques des activistes en réclamant son départ. Cette décision vient également dans un contexte où le Conseil de coordination du programme ONU-SIDA, présidé par le Royaume-Uni, est réuni depuis mardi à Genève pour notamment examiner le rapport du groupe d'experts indépendants chargé d'enquêter sur les accusations de harcèlement, y compris sexuel, au sein du secrétariat de l'agence. Un rapport dont les conclusions sont accablantes pour Michel Sidibé, accusé de ne pas prendre ses responsabilités face à une culture de l'impunité et d'entretenir un culte de la personnalité. Ce qui fait dire à l'association Code Blue que Michel Sidibé ne mérite pas de partir selon ses conditions et son calendrier. Pour cette association, le refus de limoger Michel Sidibé équivaut à un défaut de leadership de la part du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Mobilisation ce vendredi des militants de la Confédération Générale du Travail, CGT, à Paris, quelques jours après les annonces d'Emmanuel Macron qui prévoit notamment une hausse de la rémunération des salariés du SMIC sans mettre à contribution les entreprises. Ces militants ont battu le pavé autour d'un mot d'ordre, tous mobilisés pour le libre accès à l'éducation, l'emploi, les salaires, les services publics, la retraite par réparation. Le président de la République n'a rien lâché pour les SMICards, il a augmenté la prime d'activité, il n'a pas augmenté le SMIC. Et vous savez que le SMIC, c'est-à-dire le salaire, ce sont les patrons qui payent. La prime d'activité, ce sont ceux qui ont un petit peu qui donnent à ceux qui n'ont rien. Cette marche, organisée dans un contexte où la CGT semble déboussolée par le mouvement des Gilets jaunes, a démarré à la place de la République pour rejoindre la place de la Nation. C'est bien qu'il y ait des actions collectives avec des gilets jaunes, des gilets rouges ou des gilets bleus, peu importe, mais on a retrouvé le sens de l'action collective. Maintenant, ces actions collectives, il faut qu'elles puissent converger et en même temps, même si c'est difficile, il faut faire en sorte que ce soit le patronat qui paye, parce que sinon on ne sera pas efficace. Plusieurs autres syndicats se sont joints à ce mouvement, notamment la FESU, premier syndicat de l'éducation nationale, et l'UNEF, dont les étudiants et élèves se sont massivement mobilisés.